Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir avant que l'hôte des lieux ne le fasse dans quelques instants à son tour, à l'occasion de cette rencontre sur le design thinking. Elle s'inscrit dans le cadre du Printemps de l'optimisme que j'ai créé voici 6 ans, que nous avons rebaptisé cette année Festival des énergies positives, parce qu'il se trouve qu'on a commencé au mois de février, donc on s'est dit les optimistes peuvent tout se permettre, mais changer les saisons, c'est tout de même probablement une ambition considérable, et que nous avons démarré avec la journée de lancement du Printemps de l'optimisme et l'avenue tout à fait exceptionnelle à Paris de Martin Seligman, le maître américain du bonheur et surtout le fondateur de la psychologie positive. C'est un mouvement, je n'ai pas le temps de vous faire l'article aujourd'hui, et certains d'entre vous probablement le connaissent bien, qui vise à diffuser les méthodes de mobilisation des énergies positives, à montrer qu'il y a beaucoup de choses dans ce pays qui vont bien, qui fonctionnent. Ça fait quand même plaisir dans un univers relativement anxiogène de valoriser ceux qui bougent, qui innovent, qui créent toutes ces initiatives qui montent tous les jours du terrain de la part de ceux qui apportent des solutions au lieu de créer des problèmes, dans ce pays qui est globalement, collectivement déprimé, mais aux énergies individuelles absolument formidables, ce fameux oxymore français dont parlait notre ami Jean d'Ormesson. Je disais qu'on l'a lancé cette année avec Martin Seligman, puis ensuite nous avons célébré la femme la plus optimiste de France, désignée par sondage, et il s'est trouvé que c'était Line Renaud. Alors à chaque fois qu'on demandait qui c'était, peu de gens citaient son nom, et pourtant à l'arrivée c'est assez logique. Une femme plutôt gaie, plutôt positive dans la durée, qui s'est engagée très en avance par rapport à beaucoup d'autres sur les sujets d'intérêt général. Et d'ailleurs, quand on lui a remis son prix, et Mme Macron est venue très gentiment pour assister à cette remise de prix, on comprend bien, si vous allez sur le site du Printemps de l'optimisme et vous regardez son discours, qu'elle nous livre une philosophie de l'existence malgré les épreuves et les drames même qui ont jalonné sa vie, ce qui prouve que la vie est belle à proportion qu'elle est féroce. On ne dira jamais assez que nous sommes des optimistes lucides. Cette espèce de pêche incroyable qu'elle a et qui ferait presque sourire Michel Houellebecq lui-même, c'est tout dire, comme dirait l'autre, de cette capacité à faire rayonner une forme d'optimisme. Nous ferons très probablement dans 2 mois également, après cette rencontre sur le design thinking de ce matin, une rencontre sur Happy Work, sur le bien-être au travail, avec un focus également sur l'apprentissage. Et puis nous finirons le 24 juin sur les recettes du bonheur. Nous avons là encore testé auprès des Français les aliments qui les rendent heureux. Nous donnons ça à une 50aine de chefs français et nous sortirons un livre exclusif qui sera présenté le 24 juin et qui ne sera pas commercialisé, qui sera uniquement diffusé dans le réseau sur les 50 recettes du bonheur qui sont faites par des chefs à partir de ce sondage. Pour l'heure, nous en sommes donc à notre rencontre de ce matin. Le design thinking, la plupart d'entre vous le connaissent probablement mieux que nous. Qu'est-ce qui nous a conduit à faire cette rencontre ? C'est qu'au fond, depuis 6 ans, nous balayons assez souvent les sujets du développement personnel, du bien-être au travail, du plaisir des papilles. Nous donnons avec nos amis d'Ecoréseau des prix à des entrepreneurs particulièrement méritants. Mais au fond, nous cherchons à chaque fois à aller toujours un peu plus loin. Et cette rencontre de l'empathie aux solutions sur le design thinking, elle s'inscrit dans cette volonté que nous avons, d'approfondir à chaque fois un peu plus certains sujets ou certains thèmes pour aller un peu plus loin dans l'ordre de notre action. Je dois exprimer ma gratitude à plusieurs acteurs ou personnalités qui sont ici. Vous savez qu'exprimer sa gratitude, c'est une des recettes de l'optimisme. Ça fait monter la kyrielle de toutes les hormones positives, la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine, etc. Et donc je ne vais pas m'en priver pour mon propre bien-être,
personnel si je veux être à la hauteur de ma réputation, c'est-à-dire quelque part être un homme plutôt souriant et positif. Alors d'abord, merci à Jean-Pierre Le Tartre, le président d'EY, qui nous accueille ici et qui s'adressera à vous dans quelques instants. Merci à la métropole de Saint-Étienne, qui pratique le design thinking et qui est venu nous faire partager son expérience avec également un certain nombre d'entrepreneurs. Son maire, Gaël Perdriau, qui est ici et que je salue tout particulièrement, il est l'exemple même de ces élus de terrain dont je parlais tout à l'heure et qui multiplient les initiatives et les innovations sans s'arrêter jamais, parce que c'est ça qui fait non seulement une communauté, mais un exemple aussi pour beaucoup d'autres. Et comme il n'arrête pas, il vient de déposer la candidature de Lyon et de Saint-Étienne pour être labellisé Capitale French Tech. Et donc, évidemment, à un moment donné, on ne se contente plus d'être la ville du design, la métropole du design. On veut continuer à aller plus loin. Merci à One Pound, qui est partenaire depuis l'origine du Printemps de l'Optimisme et qui a délégué une de ses meilleures praticiennes du dossier qui nous intéresse aujourd'hui. Merci à Enedis, qui est non seulement présent dans tous les territoires, mais qui a un secrétaire général qui est lui-même un exemple d'énergie positive. Merci à AG2R, qui nous a suggéré fort astucieusement, vous le verrez tout à l'heure, d'inviter Jean-Daniel Muller à partager son expérience qui est plus qu'inspirante. Merci aux entrepreneurs pour les témoignages qu'ils vont nous livrer. Et merci à Émile Servan-Schreiber, notre grand témoin. Nous, au Printemps de l'Optimisme, nous aimons beaucoup les Servan-Schreiber. C'est une famille qui, quel que soit le sujet que vous allez évoquer, vous trouverez quelqu'un de créatif, d'expert, qui vous nourrit intellectuellement, qui innove et qui entreprend. Oui, c'est quand même un paquet, hein, ce que je viens quand même de citer pour une famille. Et je parle au nom de toute l'équipe du Printemps de l'Optimisme, qui a été absolument passionnée, Émile, par votre dernier livre. Nous allons d'ailleurs en reparler assez vite. Enfin, merci à Olivier Magnan, rédacteur en chef d'Éco-Réseau Business, le magazine qui entreprend, qui innove et qui positif, comme c'est d'ailleurs indiqué, vous l'avez sans doute vu sur sa couverture, de modérer le débat qui va suivre cette petite séquence introductive. Alors avant de nous lancer dans ce débat, Jean-Pierre, je vais me tourner chez toi. EY est un partenaire historique du Printemps de l'Optimisme. Et quand j'ai parlé de notre idée de faire cette année un débat sur le design thinking, tu m'as dit tout de suite, oui, et ce sera chez nous. Pourquoi ? D'abord, merci d'avoir accepté que ce soit chez nous. Bienvenue à tous à la Tour First, qui est le lieu effectivement que nous habitons depuis maintenant une petite dizaine d'années, 8 ans. Alors, pourquoi avoir répondu favorablement ? Je dirais, au fond, pour la même raison que j'ai répondu favorablement quand tu m'as parlé du Printemps de l'Optimisme il y a 6 ans. Au fond, depuis 2012, on va dire post-Lehman Brothers, j'ai qu'un seul objectif, c'est comment adapter une très belle entreprise qu'est EY, qui a une position de leader sur ses métiers, sur son marché, au nouveau monde, à la transformation incroyable de ce monde. Et pour transformer EY, je ne vais pas vous le faire, t'inquiète pas, sinon j'en aurai pour la journée, mais pour transformer EY, il y avait 2 vecteurs simples, enfin 2, simples, pas simples, mais il y avait deux piliers importants. Le premier pilier, c'est d'intégrer les transformations technologiques dans la maison. Et le deuxième, c'est de transformer les femmes et les hommes de la maison. Et transformer les femmes et les hommes dans une maison comme la nôtre, qui a, au fond, la stature d'un leader, qui est empreint de règles, de normes, qui a des très beaux clients, qui est un peu arrogante, comme culture. Comment leur dire, attends, le monde change, et donc mets-toi dans une position d'écoute,
de fragilité pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour te changer toi, c'est un défi. Presque plus important que d'intégrer des spécialistes du big data ou de l'intelligence artificielle. Et donc pour faire ça, ça n'a pas été une décision avec un grand plan stratégique, avec des tas de présentations de slides. Ça a été, mettons, dans certains endroits, des vecteurs de changement. Alors les vecteurs de changement, c'est effectivement le recrutement de spécialistes en intelligence artificielle, en big data, etc. Je vous donne un chiffre qui m'impressionne toujours. Quand vous prenez aujourd'hui à peu près sur les 5000 professionnels de la France, en France, il y a 1000, et en plus si vous enlevez les jeunes, tous les jeunes qu'on recrute, le dites, mais peu importe, sur les 5000, il y en a 1000 dans les expérimentés, 1000, qui ont des compétences qu'on n'avait pas il y a 3 ans. Qu'on n'avait pas il y a 3 ans. C'est assez. Si vous prenez les 320 associés de la maison en France, il y en a 2/3 qui ont moins de 10 ans d'ancienneté dans la partnership. Et donc, dont une bonne partie sont venus de l'extérieur avec une expertise nouvelle. C'est des agents de transformation. Et donc, quand tu me parles du printemps d'optimisme, je me dis c'est un élément qui aussi ouvre les portes et les fenêtres de la maison pour ouvrir les gens à l'écoute et à la diversité. Et donc, à intégrer les transformations du monde. Au même titre que, par exemple, je dis souvent, je prends un autre exemple que j'aime beaucoup, on a lancé un programme, mais vous allez voir, je change, mais c'est le même objectif, je change d'environnement, mais c'est le même objectif, un grand programme sur l'intégration du handicap dans la maison. C'est pas pour respecter uniquement les règles d'une société RSE compliance, c'est parce que si vous intégrez des handicaps, vous ouvrez les oreilles, la sensibilité des femmes et des hommes dans l'entreprise, et donc ils s'ouvrent à la différence, et s'ils s'ouvrent à la différence, ils peuvent écouter les transformations et donc se transformer. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, ça a été le design thinking qui est sur la co-création, l'innovation. M. Servan-Schreiber le présentera beaucoup mieux que moi, qui est comment on travaille ensemble pour innover, pour apporter les solutions, les nouvelles solutions qu'attendent nos clients. Ça fait partie aussi des éléments de la transformation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je disais à M. Servan-Schreiber qu'on a sûrement été une première entreprise à Paris à avoir dans nos métiers un grand lab, dans lequel on fait non seulement des présentations, mais aussi on co-construit avec nos clients à l'intérieur de ce lab, qu'on vient encore d'agrandir. On doit avoir à peu près maintenant 1200 mètres carrés de lab, ce qui est quand même pas rien, hein, avec toutes les technologies, parce que justement, c'est cette co-création, c'est cette réflexion ensemble qui concourt. Et ça, si vous voulez, c'est nouveau. Avant, le consultant, il venait avec ses paquets de slides, il les posait sur le rétroprojecteur et puis il passait ses 100 slides. C'est fini, ça. Aujourd'hui, on vient travailler avec le client pour co-créer chez le client la réponse à ses attentes. Et alors, ça doit intéresser une deuxième question avant d'échanger avec Émile. Ça doit intéresser beaucoup de ceux qui sont dans la salle. Ces deux mondes. Alors, tu sais, Montesquieu disait il faut que les intelligences se frottent là, mais parfois il n'y a pas que les intelligences qui se frottent quand on doit réunir deux mondes. Ça marche? C'est une très bonne question, comme d'habitude. mais c'est un énorme travail et c'est loin d'être fini. Ce sera jamais fini d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, comment vous faites pour créer, pour changer la culture ancienne, sans tuer ce qui en fait sa force, et faire évoluer la culture de ceux qui arrivent, pour créer quelque chose de modifié. Moi, je ne crois pas, il y a quelque chose qui est clair, je ne crois pas qu'on crée une nouvelle culture. C'est ceux qui viennent chez nous doivent enrichir la culture existante. Ne croyez jamais que quand deux entreprises fusionnent, on crée une troisième truc. C'est faux. Il y en a une qui domine, mais il faut transformer celle préexistante. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Je dois dire, et quand je dis ça, je touche toujours du bois, c'est qu'on a fait bien entendu pas mal d'acquisitions hein, dans des niches technologiques. Tous les associés qui nous ont rejoints, qui avaient créé leur boîte il y a 5 ou 10 ans, qui nous ont rejoints et qui sont venus, qui sortent d'un monde très entrepreneurial pour entrer dans un grand machin comme ici, sont toujours là. Voilà ce que je peux dire à ce jour. Merci Jean-Pierre. Alors je vais me tourner vers vous, Émile, pour cette séquence introductive. Vous êtes, pour ceux qui ne le sauraient pas, docteur en psychologie cognitive de l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Vous avez travaillé ou échangé
avec les plus grandes universités américaines. Vous avez créé plusieurs entreprises dans le domaine des marchés prédictifs. Et ce qui nous réunit ici ce matin, c'est que vous êtes un théoricien de l'intelligence collective. Et dans le sujet qui nous intéresse évidemment ce matin, c'est une chose capitale. J'ai lu dans votre livre Super Collectif des études que vous signerez d'ailleurs tout à l'heure à la fin du débat, des études qui m'ont stupéfait. La sagesse des foules, ce n'est pas un vain mot, ça. C'est évidemment quelque chose qui peut être considéré, même quand on n'est pas révolutionnaire, comme tout à fait central. Alors, concrètement, pour entamer ce dialogue, vous nous dites qu'un groupe de personnes moyennement intelligentes va être plus compétent qu'un excellent expert. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment vous en arrivez à cette conclusion qui peut être considérée par certains comme assez originale? Oui, alors si vous permettez, on va reculer un tout petit peu avant d'en arriver là. La psychologie, la science de la psychologie a démarré quand on a commencé à mesurer le QI, il y a un peu plus de 110 ans. Et la science de l'intelligence collective, parce que ça devient aujourd'hui une science, a démarré il y a un peu moins d'une dizaine d'années, quand on a commencé à mesurer le QI d'un groupe. Personne n'avait pensé à le faire avant. Bon. Au MIT et Carnegie Mellon, ils ont pensé à le faire, et ils se sont rendus compte que ce qui détermine le plus le QI d'un groupe, on prend une douzaine de personnes dans cette salle, ils vont avoir un QI collectif, c'est pas le meilleur QI du groupe, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un de super intelligent dans le groupe que le groupe va être super intelligent. Ce n'est pas non plus le QI moyen du groupe, ça compte, mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la proportion de femmes dans le groupe. Et alors, ils étaient aussi très... Là, vous pouvez applaudir, hein, ça... Donc, ils étaient un peu surpris, c'était une équipe mixte, hein, je précise, mais ils étaient quand même surpris. Et en fait, ils ont réalisé que ce qui compte le plus, enfin, pourquoi est-ce que les groupes féminisés fonctionnaient mieux, étaient capables de mieux résoudre des problèmes, c'est parce que d'une part, il y avait une meilleure distribution du temps de parole dans le groupe. Ça ne sert à rien d'être en groupe s'il y en a qui ne s'expriment pas, tout simplement. Et les femmes distribuaient mieux la parole. Il y avait moins d'hommes qui mécaniquement allaient essayer de monopoliser le discours, tout simplement. Donc, et deuxièmement, et c'est là où ça rejoint un peu le design thinking, il y avait une meilleure empathie dans le groupe parce que les femmes ont un supplément de ce qu'on appelle techniquement en psychologie la sensibilité sociale. C'est-à-dire la capacité à deviner en regardant le regard de quelqu'un, à deviner quelle est l'émotion qui se cache derrière. Donc la capacité, tout simplement, on pourrait penser en termes techniques de bande passante, la capacité à augmenter la bande passante entre les individus, qui fait qu'on est capable de comprendre ce qui n'est pas dit et du coup de solliciter une parole supplémentaire parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été exprimé, etc. Donc c'est en augmentant la bande passante dans le réseau du groupe qu'on obtient un groupe plus intelligent. C'est la même chose que pour Internet. Finalement, la valeur d'Internet, ce n'est pas la puissance des ordinateurs qu'on connecte à Internet, c'est la qualité de la bande passante. Internet est mieux parce qu'on passe de 3G à 5G. C'est pas mieux parce qu'on connecte un super ordinateur chinois de plus dessus. Donc c'est la même chose dans le groupe. Et alors, quand on suit votre cheminement, nous avons vu aussi que vous aviez fait vôtre la théorie d'un chercheur américain qui établit les règles pour une efficacité optimale de l'intelligence collective au-delà des femmes, hein, puisque par définition, il faut toucher tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces 4 ingrédients d'une mobilisation réussie de l'intelligence collective? Oui, parce que l'intelligence collective, ce n'est pas spontané. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble dans une pièce avec quelques post-it qu'on va obtenir de l'intelligence collective. Ce n'est pas parce qu'on organise un grand débat qui va en sortir quelque chose d'intelligent non plus. Pas rentrer dans la controverse nécessairement. L'intelligence collective, pas gagné d'avance. Voilà, donc l'intelligence collective, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'organise. Et moi, je dis souvent, je suis ingénieur en intelligence collective, comme il y en a d'autres qui sont ingénieurs en intelligence artificielle, parce qu'il ne suffit pas d'être en nombre pour créer l'intelligence. Il faut le nombre et l'organisation. D'ailleurs, si vous prenez une termitière, il y a plus de neurones dans une termitière
qui est capable de construire un truc intéressant, mais enfin, en gros, ça reste quand même un truc d'insecte. Il y a 2 fois plus de neurones dans une termitière que dans un cerveau humain. Mais un cerveau humain tout seul, comme celui de l'architecte Gaudi, est capable de faire une cathédrale à lui tout seul. Et donc, c'est l'organisation qui fait la différence. Donc, pour revenir à ça, quelle est cette recette de l'organisation d'une intelligence collective? C'est 4 éléments. 1, décentralisation, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain chercher les inputs, plutôt que ça vienne d'en haut. 2, et ça dérive aussi, ça découle de la décentralisation, c'est la diversité. Beaucoup de diversité d'opinions. 3, ça ne sert à rien que beaucoup de gens aient des opinions diverses s'ils ne savent pas les exprimer ou s'ils ne sont pas encouragés à les exprimer. Donc il faut un processus qui va encourager, on pourrait dire la discorde, en tout cas l'indépendance d'esprit, qui va faire qu'on va combattre le conformisme au maximum. On va empêcher les gens d'être d'accord. On va les forcer à exprimer leurs différences. Donc l'indépendance d'esprit. Et 4e chose, encore plus important, et ça rejoint aussi le design thinking, c'est une agrégation, une consolidation objective du résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être en charge de faire la synthèse de façon subjective en disant bah, ça m'a intéressé, ça m'a pas intéressé, donc dans le rapport final, voilà ce que je vais mettre dedans. Et donc ces 4 éléments, décentralisation, diversité, indépendance et consolidation objective, agrégation, font qu'un groupe va être intelligent au lieu de créer quelque chose d'inutile, un consensus mou ou carrément une folie quand on parle de foule parfois. Et vous avez le sentiment, pour peut-être parler d'une chose qui fâche un peu dans la vie publique ou dans la politique, mais beaucoup sur le sujet qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est-à-dire dans les entreprises, cette prise en compte notamment de l'indépendance d'esprit, de la diversité des points de vue, marque encore le pas, y compris dans les nouveaux modes de management? Oui, ça fait 20 ans qu'on fait ça, qu'on essaye d'installer ce qu'on appelle l'intelligence super collective, c'est-à-dire qui implique non seulement une douzaine de personnes, mais plutôt 1200, voire 12 000 dans l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on sait que les entreprises les plus innovantes aujourd'hui ne sont pas celles qui dépensent le plus en R&D, mais celles qui impliquent le plus de leurs collaborateurs dans l'idéation et la recherche de solutions. Donc, il y a 20 ans, on voyait bien que c'était un discours qui était un petit peu compliqué à faire passer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et pourquoi c'est beaucoup plus facile? Pourquoi c'est même carrément à la mode aujourd'hui? À mon avis, c'est un changement générationnel, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui, à 20 ans, étaient en train de grandir dans des réseaux, puisqu'on était quand même dans les années 2000, donc il y avait déjà Internet, il y avait déjà des téléphones portables, etc., qui sont habitués à s'exprimer, qui s'attendent à ce qu'on prenne en compte leurs opinions, surtout à la maison, entre amis, et du coup au bureau, quand ils y arrivent. Et quand les entreprises sont incapables de répondre à cette attente d'écoute de la part de leurs nouveaux collaborateurs, eh bien c'est que nouveaux collaborateurs, ces nouveaux talents, tout simplement, vont quitter l'entreprise pour aller voir ailleurs où on va les écouter. Donc il y a eu un impératif en termes de ressources humaines qui a été d'installer plus d'intelligence collective pour prendre en compte la vie de tous ces cerveaux qui font partie de l'entreprise. Ce n'était pas le cas il y a longtemps. Comme toutes les grandes révolutions, c'est toujours générationnel et démographique. Et alors, intelligence collective, co-création, quand on arrive à mobiliser le plus possible de responsables d'une entreprise ou d'une collectivité, est-ce que ça répond, selon vous, aussi à la recherche de sens pour ceux que l'on mobilise? Oui, chacun a besoin, quand on a un peu d'initiative, on a besoin qu'on vous la donne. Donc on sait que les styles de leadership les plus efficaces aujourd'hui ne sont pas les leaderships ultra-autoritaires, mais ceux qui distribuent l'initiative à des collaborateurs qui ont envie d'avoir des initiatives, qui ont des idées et qui ont des choses à contribuer. Quand on contrecarre ça avec un style trop autoritaire, ces collaborateurs sont découragés et s'en vont, tout simplement. Donc, il est très important de jouer plus sur cette intelligence collective
Et il est aussi très important pour chacun d'entre nous de considérer que nous sommes nous-mêmes des hubs d'intelligence collective. C'est-à-dire que pour devenir intelligent aujourd'hui, on parlait de changement de mentalité tout à l'heure, pour devenir plus intelligent aujourd'hui, pour augmenter votre QI individuel, vous n'avez pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas prendre une pilule. Vous ne pouvez pas, malgré Laurent Alexandre, qui vous dira peut-être le contraire, prendre un morceau de cerveau de quelqu'un de très intelligent et pas tout de et suite, vous de le toute transférer. façon, même Voilà. pour Laurent Alexandre. Voilà. La seule chose que vous pouvez faire pour augmenter votre QI individuel, pour devenir vous-même plus intelligent, plus performant, c'est d'utiliser au maximum, d'emprunter le maximum de cerveau autour de vous. Et c'est ce que disait le président Woodrow Wilson, qui a inventé d'ailleurs la Société des Nations, on pourrait considérer la première intelligence collective planétaire, quelque part. Il disait « J'utilise non seulement tout mon cerveau, mais tous ceux que je peux emprunter. » Et à l'époque, il ne pouvait pas en emprunter beaucoup, il n'avait même pas de téléphone sur son bureau. Même à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut mobiliser plus de cerveau en quelques minutes sur Internet que le président américain pouvait le faire à l'époque. Donc, devenir plus intelligent en considérant non pas « je pense, donc je suis », mais « je pense comme plusieurs avec les gens autour de moi, et donc je suis meilleur ». Et donc, ça n'est pas sacrificiel. Je ne me perds pas. Je ne me perds pas dans le collectif. Non, alors il y a une philosophie du collectif aujourd'hui, notamment promue par M. Glucksmann, qui est dans Les Enfants du Vide, je ne sais pas si vous avez lu ça, qui est très sacrificielle. On doit tout sacrifier, l'individualisme c'est mortel, c'est mortifère, c'est ça qui nous tue, et on doit ne penser qu'au collectif, et du coup... moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, ce qui me parle, c'est qu'on sait que l'intelligence collective, elle est issue... Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas bolchevique. Non, c'est pas ça. Oui, on peut dire ultra-libéral. Je ne parlais pas de Glucksmann, je parlais de l'idée de tout sacrifier au collectif. On a connu ça, après tout. Non, ça a existé. Voilà, c'est what's in it for me, quoi. Qu'est-ce que le collectif peut m'apporter à moi? Et on sait aussi que le collectif, comme je disais tout à l'heure, la recette de l'intelligence collective, elle dépend de l'indépendance d'esprit de chacun. Donc il faut... Plutôt que de chercher à ce que chacun se conforme à une idée du collectif, il faut au contraire appuyer au maximum les différences que chacun peut apporter. Il faut augmenter l'individualité au maximum pour ensuite, avec un mécanisme d'agrégation, faire en sorte qu'on obtienne quelque chose à partir de là. Mais il ne faut pas chercher... Mais dites donc, c'est ultra-libéral, ça. Ultra-libéral du collectif, on peut dire. Ça existe. Et alors, ça n'est pas complètement l'objet de notre rencontre sur le design thinking, mais comme vous avez créé plusieurs entreprises de marché prédictif, c'est évidemment quelque chose qui peut non seulement intéresser, passionner ou intriguer. Vous dites que là aussi, d'ailleurs, dans ce domaine-là, le ressort, c'est l'empathie. Alors, si on prend le cas, par exemple, d'une innovation dans une grande entreprise, ça veut dire quoi ? Alors, quand on fait de l'innovation super collective, en fait, on va demander à tout le monde, tous les collaborateurs, de participer à, un peu comme le grand débat, là, un effort d'idéation sur les solutions qu'on pourrait apporter pour un problème. La différence du grand débat, c'est qu'une fois que tout le monde a proposé des solutions, on va leur demander aussi de parier sur les solutions qui vont être les meilleures. Pas de voter. C'est la grande différence. Quand on vote, on dit... Voilà ce que je préfère pour moi. Quand on parie sur ce qui va marcher, c'est très différent. On déplace son ego, si vous voulez. Et en particulier, on fait parier les gens sur ce que le patron va décider, ou le décideur à son niveau. Pourquoi ? Parce que le décideur, à moins que l'entreprise soit totalement dysfonctionnelle, en gros, il va essayer de faire ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Et donc on prend chacun dans l'entreprise, on le met à la place du décideur en lui disant « Si tu étais décideur, quelle est, parmi toutes ces milliers d'idées qui ont été choisies, celles qui te paraissent les plus importantes pour l'entreprise, les plus efficaces ?» Donc on déplace l'ego de chacun pour le mettre en responsabilité, en empathie avec le décideur qui doit prendre une décision pour le collectif. Et ça, c'est effectivement, ça rejoint l'empathie nécessaire au design thinking. Et on fait ça sous forme de paris, parce que toute l'entreprise, toutes les décisions qu'on fait, c'est toujours des paris sur l'avenir. Et on pourrait dire que la prévision, le pari, c'est une sorte d'empathie avec la réalité.
Hein. On ne peut pas être dans le wishful thinking. Et tout ce que vous nous dites, ce sera ma dernière question avant de passer à la table ronde suivante dans laquelle d'ailleurs vous restez. Et je rappelle que vous signerez votre ouvrage tout à l'heure à la fin de cette rencontre. Ça vaut pour tous ceux qui représentent des univers différents qui vont intervenir ce matin, c'est-à-dire ça vaut autant dans l'entreprise privée, dans l'entreprise publique, dans la collectivité territoriale? Ou est-ce qu'il y a, d'après votre expérience, tout de même des différences à ces trois niveaux dont je parle? Non, et je dirais même qu'il n'y a aucune différence, que ce soit au niveau collectif ou même individuel, pour y revenir. C'est-à-dire que toute cette philosophie de l'intelligence collective, car c'en est une, s'applique autant à des grandes organisations planétaires qu'à des organisations de taille humaine, comme par exemple celle ici, qu'à des petites entreprises, des petits groupes de quelques personnes qui doivent fonctionner ensemble, des équipes qui doivent résoudre des problèmes ensemble, que même au niveau individuel. Et d'ailleurs, si on regarde, vous connaissez tous cette idée que avant de prendre une bonne décision, il vaut mieux dormir, hein, et repenser le lendemain. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne pensons pas de la même façon d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, etc. Donc nous sommes nous-mêmes, dans notre petit crâne, une intelligence collective qui doit prendre en compte, pour prendre des bonnes décisions, les différents points de vue, celui d'hier, celui de ce matin et celui d'après le déjeuner. Merci beaucoup, Émile, et merci à toi, Jean-Pierre, de nous avoir accueillis. Oui, je vous en prie.